de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de l'opération Coup de pouce. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé soit à la semaine Coup de pouce qui a consisté à des entretiens individuels qui étaient courant décembre, au premier webinaire il y a quelques semaines sur comment créer un profil LinkedIn performant. Et nous sommes au deuxième et le troisième webinaire qui aura lieu donc le 6 avril avec l'objectif donc de comment développer ces réseaux, puisque c'est quand même aussi un point important dans le cadre de la recherche d'emploi. Toute cette opération donc avec nos partenaires qui sont ici présents à G2R, Malakoff Humanis, Tool for Staffing et puis bien évidemment l'équipe permanente de Syntec Conseil et l'ensemble de nos adhérents au syndicat Syntec et Métiers Recrutement. Donc, participent à cette opération depuis ces derniers mois avec un objectif qui, compte tenu de nos conditions sanitaires, en fait, s'est transformé en un suivi un peu plus important et sur la durée. Finalement, on en tire aussi les bénéfices, c'est de pouvoir apporter en fonction de la situation de chacun des conseils au fur et à mesure et puis d'établir aussi une interaction entre nous et de pouvoir être aussi sans doute plus nombreux que si nous étions en présentiel comme on le dit aujourd'hui. Donc moi-même, je dirige un cabinet qui s'appelle l'Abeille Conseil et je suis vice-présidente de Syntec Conseil. J'ai été présidente de Syntec Conseil en recrutement. C'est un métier qui me tient à cœur, que j'adore. Et on a aussi envie, avec Pascal qui va se présenter, de vous faire partager ce que nous vivons et puis l'autre aspect du recrutement et surtout aussi de répondre à vos questions ou à vos interrogations, puisque on est aussi face à des participants qui sont actifs, j'imagine, soit dans leur recherche, soit de s'y préparer ou en tout cas de retirer un maximum d'informations intéressantes pour performer davantage lors de vos prochains rendez-vous et vos prochains entretiens. Merci Marie-Vonne. Pascal Bohu, moi je dirige un cabinet qui s'appelle Circa Executive Search. Je suis un des 4 associés de ce cabinet voilà, je travaille dans ce métier depuis très longtemps aussi comme Marie-Vonne. C'est un métier que j'adore également. J'ai été assez proche du conseil d'administration de Syntec à une époque et aujourd'hui je continue à collaborer ponctuellement pour que notre beau métier continue à évoluer et que les cabinets qui en représentent une partie puissent continuer à se développer. On va en parler un petit peu plus tard, peut-être même juste après. Nous sommes donc des acteurs positionnés dans des cabinets de recrutement. Bien sûr, le marché il est beaucoup plus large que nous, mais on a une part importante, on va vous en parler. Alors, entretien de recrutement, comment ça marche? Voilà, on voulait pas vous faire un cours magistral, évidemment, mais vous donner notre ressenti de praticien, finalement, de ce métier-là, et finalement redire un certain nombre de choses qui vont peut-être vous paraître évidentes, mais on y apportera à chaque fois notre vision à nous, cabinet, de l'autre côté du miroir finalement. Il n'y a pas de théorie très affirmée sur tous ces sujets. Vous entendez dire des choses à droite, à gauche qui peuvent être parfois différentes. Bref, il y a beaucoup de littérature sur le recrutement. On va essayer d'être un petit peu plus synthétique et de parler un peu plus du focus relation candidat-cabinet, qui encore une fois est le métier que nous représentons. Il y a bien d'autres acteurs, bien entendu, puisque aujourd'hui, le recrutement est devenu totalement omnicanal. Vous le voyez bien, qu'il s'agisse des annonces traditionnelles, mais qui sont devenues numérisées aujourd'hui, bien sûr, qu'il s'agisse des réseaux sociaux que vous connaissez, qu'il s'agisse des plateformes de staffing dans les grands groupes qui font le métier des cabinets en interne, qu'il s'agisse de bien d'autres choses. Ce métier s'est totalement disrupté au fil des années. Et c'est important de le savoir pour vous parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs canaux d'approche de l'emploi finalement. Et il faut savoir sélectionner les bons, ne pas trop se disperser non plus, mais en tout cas les connaître. C'est ça qui est important pour vous. Moi, je dirais que parmi ces acteurs, bien sûr, on prêche pour notre paroisse, c'est évident, mais parmi ces acteurs qui restent quand même centraux, il y a des cabinets de recrutement. Alors, les cabinets de recrutement, ce sont des intermédiaires, comme vous le savez. En France, on dit qu'il y a à peu près 1300, 1400 cabinets de recrutement. Tout ça est très difficile à vérifier. Il y a des officines, il y a des grands groupes, vous le savez aussi. Mais je dirais que voilà, on représente à peu près cette masse
d'intervenants sur le marché avec des approches extrêmement différentes, hein, entre la sélection, l'annonce, la chasse de tête. Tout ça est très, très, très varié et c'est compliqué pour vous de vous y reconnaître. Néanmoins, l'intérêt d'un cabinet dans un processus de recrutement, il est réel, hein, même si les cabinets ne drainent que 20 à 30% du marché du recrutement. On devrait dire que c'est beaucoup plus, et on pourrait dire que c'est beaucoup plus, dès lors que les postes sont à enjeu et dès lors qu'on est sur des populations seniors, en expertise, je dirais, qui ont une vraie expérience. Là, le cabinet reprend une place beaucoup plus prédominante par rapport à ces statistiques. Et on n'a pas la stat précise à vous donner, mais elle est plus importante que 20% en tout cas, hein, à partir du moment où il y a un enjeu dans un poste et qu'une entreprise, finalement, va dédier des ressources financières à faire travailler un partenaire avec elle. Je dirais que cela crédibilise d'une certaine façon un recrutement pour vous, candidat. Vous pouvez vous dire légitimement que s'il y a un cabinet dans la boucle, le poste a été réfléchi en amont. Il y a eu un vrai travail, hein, d'étude de ce poste. Moi, j'ai souvent eu des exemples de candidats qui rentraient dans une entreprise par relation personnelle et finalement, quand ils arrivaient dans l'entreprise, ça n'avait pas été pensé en amont. Forcément, il y avait parfois des doublons de postes, il y avait parfois, bon, sans être alarmiste, il ne faut pas exagérer non plus, mais je dirais le recours à un cabinet sécurise quand même la qualité finalement d'une offre de recrutement. Après, il y a d'autres sujets pour vous, candidats, c'est bien sûr de sortir du lot, parce que c'est bien votre sujet et notre sujet à tous, hein, de bien sortir du lot. Et c'est vrai que si on s'adresse à la population de seniors, clairement, la difficulté est plus importante que quand on est en début de carrière, c'est bien évident. Alors, quelques petits conseils, et on reviendra sur tout ça avec vos questions, évidemment, hein. Moi, je dirais sur les annonces, bien sûr, il faut répondre aux annonces, ça paraît évident. Je dirais quand même, quand on est un senior et qu'on va être confronté à la masse des candidats du marché, je dirais que si on répond aux annonces, je pense qu'il faut le faire de façon quasi chirurgicale, quitte à ne répondre qu'à peu d'annonces, mais véritablement à mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les déceptions successives parce que vous allez être avec des 200, 300 répondants sur une annonce. Je pense que vraiment l'annonce, il faut la réserver. C'est vraiment extrêmement précis pour vous. Vous devez cocher un certain nombre de cases quand même pour avoir une chance de sortir du lot, comme quasiment tous les candidats d'ailleurs, hein. Mais je dirais, pour vous, senior qui est en recherche active le plus souvent, hein, je pense que c'est important quand même de se dire ça. Et donc, du coup, cela milite aussi en faveur de l'exploitation de vos réseaux, qui sera le thème du prochain webinaire en avril. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet, mais en tout cas, de vous rendre visible sur le marché vis-à-vis des professionnels du recrutement que nous sommes. Et ça, il y a plein de techniques pour le faire. Je pense que maintenant, elles sont assez connues. Il y a les réseaux sociaux, il y a bien entendu le relationnel que vous pouvez avoir pour identifier des consultants dans tel cabinet qui peuvent être sur votre univers. Et je pense que ça, c'est très important d'être bien repéré. Et même, je dirais, une fois que vous avez un contact avec un cabinet, je pense que c'est très important d'entretenir ce contact. Ne croyez pas que les consultants changent tous les ans, que les chargés de recherche changent tous les ans. Il y a des cabinets où il y a une permanence des effectifs et les gens, moi je le sais, je suis des candidats depuis des années et des années. Clairement, il y a une relation de confiance à installer avec quelques cabinets bien choisis, avec des consultants avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Je ne dis pas que c'est simple à faire. Au début, c'est sans doute compliqué d'accéder aux consultants, mais une fois que c'est fait, je pense qu'il y a une vraie histoire à construire et un partenariat à construire avec eux, leur donner des infos sur le marché, échanger, des références, bien entendu. Voilà, je pense que ça, c'est capital pour des populations de seniors qui ont besoin d'être dans le qualitatif avant tout. Voilà ce que je dirais à la grande serpe, si j'ose dire. Alors, les entretiens de qualification et de présélection, en fait, bon, ce n'est pas un thème fondamental, mais néanmoins, je dirais que c'est important de mettre le doigt dessus. Quand vous avez un cabinet de recrutement, vous allez nécessairement passer sous les fourches codines d'un chargé de recherche, d'une chargée de recherche, le plus souvent en tout cas. Ça peut être un consultant directement, bien entendu, mais il y a souvent une intermédiation, que vous répondiez à une annonce d'ailleurs ou que vous soyez chassé. Je dirais que ce ou cette chargée de recherche, c'est plutôt féminin comme profession,
c'est quelqu'un qu'il faut véritablement considérer comme étant un consultant. Et je dirais qu'il y a vraiment une posture à avoir avec cette personne qu'il faut, je dirais, accueillir avec respect, euh, avec laquelle il faut installer un dialogue sincère dès le départ. Franchement, non pas nouer tout de suite un partenariat, mais en tout cas une relation de confiance. Il faut savoir aussi que si vous n'avancez pas sur une opportunité, c'est une chargée de recherche qui reste dans le cabinet et qui peut être un peu leader d'opinion, qui peut être quand même prescripteur hein, sur d'autres missions. Parce que vous savez, on se souvient bien des candidats, on a des outils également qui nous aident à nous en souvenir. Et je pense que, vous savez, quand on prend une mission, on a une chargée de recherche avec qui on travaille, on va tout de suite penser à un certain nombre de noms de candidats. Ah oui, je me souviens, un tel, il avait cette approche-là, il n'a pas poursuivi, mais il a été très collaboratif. En tout cas, on s'en souvient. Et je pense qu'il faut considérer que ça n'est pas, entre guillemets, hein, une petite main, mais véritablement un bras armé, finalement, d'un dispositif hein, du recrutement et qui travaille en osmose avec le consultant. Donc, pour moi, franchement, c'est un point à avoir vraiment en tête. Hein, quand vous êtes appelé, je pense, réserver le meilleur accueil. Je pense que c'est très important parce que je dirais que dès le départ, dès ce moment-là, vous commencez à révéler votre personnalité. Hein, il y a très souvent des chargés de recherche qui nous disent, écoutez, bon, j'ai approché quelqu'un, mais bon, voilà, je n'ai pas été reçu très positivement, je dois le dire. Bon, je crois que c'est révélateur d'une certaine façon. Servez-vous de cette relation dès le début pour soit, évidemment, vous vendre au mieux, soit jouer le coup d'après en disant, écoutez, je pense que merci de m'avoir approché, je ne pense pas tout à fait correspondre au poste. Néanmoins, si vous avez demain des opportunités de cette dimension-là, je pense que ce n'est pas forcément très connu, mais je dirais, voilà, c'est un point pour moi qui était important à signaler dès le Si je, départ. oui, si je peux compléter, Pascal, sur un plan pratique, si vous Oui, êtes appelé, assurez-vous d'être tranquille et de pouvoir communiquer aisément. Donc, reportez éventuellement le rendez-vous si vous n'êtes pas disponible. Hein. C'est vraiment de vous mettre dans les bonnes conditions, d'être efficace en peu de temps. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les questions qui vont vous être posées vont parfois vous sembler assez basiques, mais elles sont nécessaires quand on arrive dans une sélection. Et la chargée de recherche va avoir 3-4 critères à vérifier par rapport à votre parcours et peut le faire très rapidement et va vous demander en tout cas d'avoir de l'à-propos sur cette période très courte. Ce sont des entretiens. Alors, au sein de notre cabinet, ce sont des entretiens qui durent en moyenne entre 20 et 40 minutes. Donc, c'est déjà relativement long, bon, avec des chargés de recherche qui, effectivement, sont aussi assez qualitatives. Mais vous pouvez avoir des entretiens de 5 minutes ou 10 minutes selon les cabinets. Donc, ça, c'est aussi un point à préciser sur le fait d'être déjà en posture et de se donner tous les éléments du contexte. tout à fait, tu as tout à fait raison de dire ça, effectivement, d'apporter cette précision. Voilà, ça fait partie du processus, hein, très clairement. Il y a une posture très professionnelle qui est de ne pas prendre l'interlocuteur tout de suite, de prendre ses coordonnées, de rappeler. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui tournent autour des approches directes. Et bon, c'est pas plus mal de prendre les coordonnées, d'aller faire un petit tour sur Internet, de regarder quel est le cabinet qui vous appelle. C'est toujours un petit plus. Donc, en tout cas, de ne pas se précipiter, de faire les choses bien, parce que, encore une fois, le compte enfin, en tout cas, le chronomètre est lancé, le sablier est retourné et on est en processus de présélection. C'est une bonne question parce que selon le mode d'approche, hein, si on est en approche directe, on va fonctionner beaucoup avec des mots-clés et des recherches booléennes. Donc, ces recherches booléennes, elles vont aller capter dans vos profils LinkedIn ou dans votre parcours les mots-clés que vous aurez mis en avant et qui vont faire que voilà, vous arrivez sur une recherche. Donc, il y a toute cette partie qu'on peut appeler intelligence artificielle qui va servir en l'occurrence à aller vers la cible que nous avons. Donc ça, c'est dans une approche directe. Dans une approche indirecte et avec des candidatures et des CV, c'est vrai que de notre côté, on a donc des outils, ce qu'on appelle des ATS, qui vont être utilisés pour intégrer le dossier, le CV, le parcours dans notre base de données et puis ensuite nous permettre de faire aussi des requêtes. Mais il y a quand même un gros travail fastidieux sur les annonces et les résultats aux annonces. On peut avoir 500 réponses. Enfin, moi, je vois, on a des postes en ce moment où c'est une moyenne de 500 réponses. Et vous imaginez le travail pour tout lire en 2-3 minutes maximum par candidat. Donc, faites ressortir aussi vos mots-clés pour qu'ils soient visuellement apparents, en tout cas dans le parcours.
Donc, et réfléchissez toujours sur les critères qui sont recherchés dans l'annonce par l'entreprise ou par le cabinet. Et ce n'est pas toujours facile de les discerner, ces critères-là, mais c'est aussi de faire valoir en fonction de ces critères, si vous pouvez. On voit de tout sur le web. Bah oui, oui, on voit de tout parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Parce que de toute façon, l'âge de quelqu'un, on peut le voir sur un CV, même s'il n'est pas son âge. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut dire les choses. Voilà, j'ai tendance à dire qu'en 2021, il faut dire l'âge qu'on a. Justement, on vous parlera des avantages compétitifs des seniors. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire aussi. Donc, vous savez, si vous ne mettez pas votre âge, on verra l'année de votre bac. De toute façon, ça ne changera rien. Donc, et puis, à la limite, il faut être à l'aise avec ça. Je dirais, voilà, c'est ma réponse, mais après, chacun voit les choses. Est-ce qu'il faut mettre une photo, pas de photo? Il y a beaucoup de débats aussi. Moi, je dirais, faut que ça corresponde. Il faut que vous soyez à l'aise avec vous-même. Il faut que, voilà, un CV est révélateur d'une personnalité. Le fait de ne pas mettre son âge, bah, ça révèle aussi quelque chose. Et même si on comprend pourquoi, la question est posée, évidemment. Hein. Mais je dirais, voilà, soyez vous-même. D'ailleurs, c'est une rubrique qu'on va regarder tout à l'heure, là. Mais voilà ma réponse sur ce sujet. Alors, j'ai une réponse un petit peu différente de Pascal parce que donc, nous avons naturellement beaucoup de bienveillance pour les seniors. Et en l'occurrence, c'est plus facile de s'approcher des 50 ans que des 60. Hein. Donc, moi, je ne mettrais pas forcément l'âge directement, même si on le calcule. Et après, c'est vraiment une question de style de CV, de posture, s'il y a une photo, voilà, enfin, que ça donne un trend positif par rapport à la façon d'approcher. Et puis, en fonction des postes, si on a des postes qui sont très experts et très rares sur le marché, voilà, on va encore moins se poser la question de l'âge. Ouais. Aujourd'hui, on recrute beaucoup de seniors, heureusement, mais je pense que le senior candidat chez nous qui a 59 ans, il n'indique pas son âge sur le CV. Et je m'en fous. Ça ne sera pas le sujet. Mais Oui, après, en fait, c'est pas un et sujet. après, il y a une vraie différence de posture avec des personnes qui ont le même âge. Donc, on n'arrive plus à qualifier un âge quand on rencontre une personne. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai de plus en plus de mal. Plus je vieillis, plus j'ai du mal. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous avez eu accès aux consultants à un moment donné. Il faut capitaliser sur cet échange que vous avez eu, bien entendu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y aura d'autres missions demain et il faut sortir du lot en permanence. Voilà, très clairement, oui. Et cela veut dire que vous êtes déjà dans la base de données du cabinet. Tout à fait. C'est totalement anormal. Ah oui, totalement, oui, bien On n'a sûr. jamais demandé un RIB, ni une carte vitale. Alors, la carte vitale et la carte d'identité peuvent servir effectivement à commencer à constituer un dossier d'embauche. Mais c'est le rôle de l'entreprise, ce n'est pas le rôle du cabinet. Et en tout cas, le RIB, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce qu'on soit en phase finale, peut-être, si on doit monter tout le dossier. Mais c'est vraiment prématuré dans une démarche qui ne soit pas avancée. Ouais, il faut savoir que la majorité ou la quasi-exclusivité, ou totalité, pardon, des démarches administratives sont faites par l'entreprise. Ce n'est pas le cabinet de recrutement qui peut faire ce genre de choses. Hein. C'est les services RH des entreprises, donc on est vraiment au bout du bout du bout. Hein. C'est votre employeur. C'est une bonne question. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Alors, bah, c'est un mail de motivation déjà aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on reçoit souvent des CV un peu jetés en pâture finalement avec 3-4 mots. Euh, voilà, on reçoit un CV comme ça. Je pense que ça, c'est pas forcément très professionnel. Moi, je vous invite vraiment à un minimum à exposer votre sujet, votre projet et à faire une synthèse très rapide de votre parcours en quelques lignes. Il ne faut pas faire un roman fleuve, évidemment, mais un minimum oui, de présentation de votre projet. Et je pense que voilà, le cabinet ou la chargée de recherche se sentira peut-être un petit peu plus considéré de recevoir votre CV et se dira, je ne le reçois pas par hasard. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous dire que les envois de masse des CV où on s'envoie le mail à soi-même et puis on met en copie carbone, enfin en invisible, tous les cabinets de recrutement, sont des façons de faire qui sont pas très professionnelles et qui, nous, cabinets, nous renvoient au fait que bon, bah, ce CV, il est entre les mains de 500 personnes au même moment.
Voilà, donc je pense qu'un minimum de personnalisation du discours du mail est pour moi fondamental. Alors, l'image a totalement changé ces dernières années, hein, ça faut le préciser, parce que vous êtes bien placé pour utiliser tous les outils que n'importe qui utilise. Après, c'est comment vous transposez cette image, comment vous la communiquez. Donc, c'est vrai que le critère d'énergie positive va être important et peut apparaître. Une voix enjouée, une voix dynamique, motivée, ça n'a rien à voir avec une voix qui peut tomber. Donc, il faut être attentif à l'image que l'on donne, en plus du fait d'être un senior. Pour autant, voilà, cette image, elle a vraiment changé. Enfin, Pascal, je pense que tu diras la même chose que moi, hein. Complètement, complètement. C'est vraiment, évidemment, je ne vais pas dire que c'est plus un sujet, mais ça l'est considérablement moins qu'il y a quelques années, considérablement moins. Et on y reviendra aussi tout à l'heure sur les avantages de la seniorité. Mm. Mais c'est vrai que, enfin, il faut pas nous considérer, nous, cabinet, comme discriminants sur ce sujet-là. Bien au contraire. On a mené énormément de travaux à Syntec pour faire en sorte, en termes de pédagogie, de favoriser la diversité à tout point de vue, dont celui de l'âge, dont on sait qu'effectivement, c'est un critère qui est assez haut dans la hiérarchie de discrimination. Et, et là, en l'occurrence, c'est aussi de sortir des croyances et puis de faire valoir ce qu'on dira tout à l'heure, hein, sur les avantages de la seniorité. Mais on ouvre dans la présentation de nos candidats au final sur un certain nombre de postes. Et j'ai un confrère de l'ouest de la France qui se reconnaîtra peut-être, c'est d'avoir toujours dans la phase finale un candidat joker qui est toujours un senior, en plus des autres, hein, si les autres ne le sont pas forcément. Voilà. C'est aussi de vous dire que voilà, on est facteur de diversité et qu'une entreprise peut souvent vouloir gagner du temps, aller vite dans une sélection. Et quand on lui présente les candidats, c'est aussi de motiver notre présentation. C'est certain qu'on va avant tout parler de la compétence, de l'aptitude par rapport au poste, au contexte, à l'entreprise, au style et aux valeurs de l'entreprise. Et le sujet de l'âge arrivera enfin. Mais on saura faire valoir l'âge aussi parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a quelques atouts qui sont incontournables et que vous avez. Oui, Marivonne. Voilà, donc l'entretien en visio. Donc ça, c'est un point important puisque c'est un point d'actualité et c'est aussi ce que nous a apporté cette situation de 2020. C'est ce qu'on faisait déjà, hein, en l'occurrence. C'est vrai qu'on a, nous, un certain nombre de postes à l'international, en région. Donc voilà, raccourcir les distances et pouvoir échanger avec l'Asie le matin et le soir avec les États-Unis. Bon, ça se fait uniquement avec, précédemment du Skype, maintenant du Teams, du Zoom, enfin tous les outils que nous utilisons. Donc, il est important en tout cas d'être performant sur cette phase-là, parce qu'on peut remarquer que ce n'est pas forcément toujours le cas et qu'un entretien qui est bien préparé sur la forme, hein, le fond, on en parlera tout à l'heure avec Pascal, mais c'est déjà un entretien qui crée de bonnes conditions pour votre interlocuteur. Donc, c'est lui rendre les choses agréables. Alors, on donne, nous, des conseils, hein, régulièrement aux candidats et on l'a fait lors de la journée et de la semaine coup de pouce en décembre. C'est vraiment d'être attentif, hein, c'est le bon éclairage, c'est de ne pas avoir effectivement un faux jour, de ne pas avoir un fouillis derrière soi. Enfin, bon, il y a des fonds d'écran qui existent, c'est de savoir les utiliser à bon escient et en tout cas de se mettre dans de bonnes conditions pour échanger dans le calme et avec une préparation nécessaire. Ce qui est important dans l'usage de la visio, c'est que vous gagnez du temps. Je pense qu'on voit plus de candidats aujourd'hui parce qu'on les voit en visio. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas des entretiens qui sont forcément d'une heure ou une heure et demie. Hein. C'est des entretiens qui peuvent durer entre 40 et une heure, ce qui est déjà bien. Mais on est vraiment quasiment comme dans les conditions du direct. Et là, vous avez vraiment avantage à retirer de la visio parce que même si on a un doute sur un candidat, moi, je vois mes chargés de recherche me disent « Oh, ben, Marivonne, une petite visio, bon, comme ça, on saura à quoi s'en tenir. » Et c'est vrai que c'est rapide et ça permet de se dire bah, « Tiens, oui, là, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. » Mais bon, en général, on fait en sorte d'avoir des visios avec les candidats qui correspondent à ce que nous recherchons et à ce que recherchent nos clients. Mais voilà, c'est vraiment c'est rapide. Ça peut être rassurant pour vous parce que vous êtes chez vous. Mais sachez aussi qu'on rentre chez vous, comme vous rentrez chez nous pendant la visio. Donc voilà, faites abstraction aussi de cela. Et bon, ça nous amuse toujours d'avoir le chat qui miaule, les enfants qui crient à un moment donné. Et voilà, c'est ce qui va vous déranger, même si nous, on trouve que c'est une dose d'humanisme qui nous va bien. Mais voilà,
on est aussi dans des conditions professionnelles, ce qui veut dire, et je le vois parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont chez eux, qui ont la cravate, voilà, on doit être décontracté, mais on ne doit pas être comme on le serait le week-end, quoi. On est dans une tenue qui se rapproche du professionnel. On n'a plus forcément la cravate aujourd'hui, mais néanmoins, c'est important. Dernièrement, et ça c'était une phase de rencontre d'un candidat avec mes clients, le président et le directeur général d'un groupe avec lequel je travaille, qui a proposé au candidat pour essayer de mieux le voir. Il avait du mal à se rendre compte du candidat. Il lui a demandé de se lever. Donc, évidemment, voilà, je vous dis que c'est quand même mieux d'être en bonne tenue de travail et pas en short quand on fait ces entretiens en visio. Parce que ça peut arriver et on l'a vu. Hein, donc, bon, ça nous fait sourire, mais voilà, on se met vraiment dans de bonnes conditions. C'est aussi un moyen moderne, c'est une capacité d'adaptation, d'être à l'aise et d'avoir préparé sa visio. Donc voilà, et puis vous pouvez aussi partager des visuels si vous êtes dans des fonctions où il y a eu des réalisations, une présentation d'un projet. Voilà, c'est aussi de savoir qu'il y a des visuels comme on le fait ce soir que vous pouvez partager, que vous pouvez montrer à votre conseiller en recrutement ou à l'entreprise. Donc voilà sur les avantages et les limites de la visio. Alors dans les limites, nous avons beaucoup de clients qui ont quand même envie de rencontrer les candidats au final, et nous également. Donc sur une dizaine de candidats que je rencontre, il y en a 2 que je découvre vraiment en physique et en présence. Donc ça veut dire que je perds 20% de l'aptitude à mesurer un certain nombre de soft skills, de façon de se déplacer dans l'espace, à travers une visio. Et 20%, c'est peut-être pas beaucoup. Je pense qu'on peut en perdre 40%. Et selon la qualité de chacun, on a des belles découvertes en entretien physique et à l'inverse, on a aussi des surprises en entretien physique. Donc, ça ne remplace pas un entretien physique. On a eu des clients qui ont recruté également cette année dernière des candidats sans les avoir vus et qui continuent à les intégrer en télétravail et à les faire travailler en télétravail. Donc, bon, on a hâte tous de retrouver un peu de lien social, y compris professionnel. Donc, voilà sur le sujet. Pascal, tu as peut-être des questions ou en tout cas des Non, apports. non, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si je respecte totalement ce que tu nous préconises en ce qui me concerne, avec les rideaux derrière, mais bon, non, non, je partage tout à fait. Ouais. C'est beaucoup plus puissant qu'on ne le pensait, en fait, les entretiens visio. Moi, je me souviens, il y a 2, 3 ans, on en faisait de temps en temps, des Skype notamment, et on n'était pas habitué. Et en fait, il y a une habitude à prendre, et à partir du moment où il y a de l'habitude est prise, c'est vrai que c'est relativement pertinent, mais c'est évident que recruter sans avoir rencontrer physiquement quelqu'un, ça paraît effectivement un peu surréaliste. N'empêche que voilà, il y a une tentation de ne pas le faire pour certaines entreprises. Voilà, je pense que quand même, il faut raison garder, mais de toute façon, cette situation ne va pas non plus durer 10 ans. Donc, mais en tout cas, la visio est devenue incontournable de toute façon à partir de maintenant, quoi qu'on fasse demain sans Covid, de toute façon. Dans le travail comme dans le recrutement. Ouais, Toujours, bien toujours. sûr. Et poser la question surtout. Si jamais on l'oubliait, posez la question à votre conseiller en recrutement de savoir voilà, qu'est-ce qu'attend, quel est le style aussi des personnes que vous allez rencontrer. Moi, je l'indique toujours quand on arrive dans cette phase de rencontre avec l'entreprise, de préciser ce que va attendre tel ou tel interlocuteur, voilà, pour gagner du temps et se préparer. Alors, si on a le Faut choix, pas... on aime bien en présenter 3 ou 5. Ouais, Et oui, c'est dans parfois, ces eaux-là, oui. parfois, on a peu de choix et on n'en a même pas 3. Mais bon, Ouais. c'est aussi d'optimiser les rencontres de notre client. Bon, pas forcément de rencontrer des candidats à faire valoir, ce n'est pas tant le sujet, c'est des candidats qui répondent aux critères requis et qui réunissent en tout cas un ensemble de critères intéressants pour le client. Mais effectivement, bon, on peut aller plus loin. Hein. Moi, j'ai des clients qui vont en rencontrer 7-8 et qui ont envie d'en rencontrer 7-8, c'est très bien. Ouais. Il n'y a pas de règle, hein. Mais bon, effectivement, oui, en général, c'est 3, 4, 5 personnes. Oui. Alors, on va préciser qu'à Syntec Recrutement, donc on a la charte du recrutement responsable, donc que nos collaborateurs signent, donc, et les critères de diversité font partie de la charte du recrutement responsable, comme ils font partie de nos contrats avec nos clients. C'est-à-dire que si une entreprise cliente ne respecte pas la diversité, nous-mêmes, on s'autorise le droit de mettre fin à un contrat. Donc, on est assez directif sur le sujet. Bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est aussi un moyen de faire passer le message et d'avancer en tout cas sur ce thème.
Et dans la charte du recrutement responsable, les entreprises ont co-signé aussi cette charte. Elle a été faite avec des groupes, elle a été faite avec des candidats. Et c'est vrai qu'il y a des engagements de part et d'autre, il y a des droits et des devoirs, mais c'est vrai que sur le plan de la diversité, ça fait partie en tout cas des droits des candidats et de nos devoirs. Je le précise, il y a aussi une chose qui est importante dans l'entretien visio, les personnes qui sont très énergiques peuvent avoir tendance à ne pas tenir en place, à bouger, etc. Ça m'est arrivé hier soir. Et je n'arrivais même plus à voir la personne et ça crée une situation qui ne mettait pas la personne en valeur, en fait. Et je le lui ai dit. Et dans ces cas-là, faites en sorte peut-être d'être parfois plus éloigné de la caméra, pas être trop collé à l'écran et justement créer, parce que si la visio est de plus ou moins bonne qualité, ça crée des traits sur l'écran qui ne rendent pas les choses très visibles. C'est un point de détail, mais voilà, pour ceux qui sont les plus énergiques, temporisez-vous et pensez à celui qui vous regarde. C'est vrai. Il y a un très bon article qui est paru là-dessus, d'ailleurs, il y a pas longtemps. Je suis désolé, je ne me souviens pas du titre, mais si je le retrouve, je le passerai pour qu'on vous donne la mention de cet article. Mais en effet, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une journée de visio, c'est absolument éreintant parce que effectivement, l'attention est captée par d'autres choses et il faut rattraper justement le fait qu'on soit en 2D et pas en 3D et qui fait que justement toute cette communication non verbale, on la perçoit très mal. Et en effet, voilà, particulièrement en recrutement, c'est un sujet, effectivement. Oui. Et du coup, ça complexifie l'entretien de recrutement, je trouve. C'est vrai, oui. On peut le percevoir comme tel. Hein. Oui, c'est vrai que c'est aussi un entraînement. Pardon, un commentaire et peut-être une suggestion pour tout le monde. Moi, j'ai vu la différence entre l'entretien physique, parce que j'en ai refait il n'y a pas longtemps, et l'entretien en visio. C'est qu'en visio, vous voyez que ma tête. Et en fait, j'aime bien écrire, mais quand j'écris, je baisse la tête et vous ne me voyez plus. Et en fait, je pense qu'il y a un moyen très simple, c'est de se le dire en fait au début de l'entretien. Et de dire, je suis désolé, je vais prendre des notes. À des moments, je vais baisser la tête. C'est pas que je vous écoute pas, c'est pas que je vous regarde pas, mais c'est que je prends des notes. Et en fait, de se dire les choses, je pense que ça peut beaucoup aider aussi. Et en plus, ce que vous dites, Cyril, c'est vrai pour nous, parce que nous aussi, on prend des notes pendant qu'on vous écoute. Et en l'occurrence, je sais que j'ai des collaborateurs, je dis attention au placement de ta caméra parce qu'on voit ton crâne, quoi, en fait. Mais bon, c'est bien de se le dire en entrée. Ouais. Très bonne suggestion. C'est bien d'ailleurs de se le dire en entrée. Ça prouve quand même que la visio fait tomber des barrières aussi. C'est que je pense on a une relation à l'autre qui, tout en restant professionnelle, est un petit peu plus, je ne vais pas dire intime, mais un petit peu plus directe finalement. Et ça, moi, je trouve ça très bien dans la visio. Je le perçois beaucoup. On a tout de suite une relation qui est assez rapidement plus authentique, ou en tout cas, on est chez l'autre finalement. Et je trouve que ça change un peu la relation. Oui. Alors, il y a une question intéressante sur la visio aussi. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-ci est particulière. J'ai eu 2 entretiens en visio, mais c'était des ordinateurs en face de moi. Il fallait enregistrer les réponses avec la webcam et envoyer mes réponses. Ça, c'est un exercice qui est difficile. Alors, nous, on a utilisé cet outil. Hein. Honnêtement, on l'a utilisé 1 an et on a arrêté parce que voilà, c'était un outil qui stressait les candidats. Vous avez aussi des outils que certains cabinets vont utiliser en disant présentez-vous, comme ça, en quelques minutes, ils peuvent envoyer la vidéo à leurs clients et puis avancer ou pas en fonction des critères du client. Mais de la même façon, vous avez des tests d'anglais ou de langue qui peuvent être intégrés aussi à ces outils-là. C'est relativement difficile et c'est pas évident quand on se retrouve la première fois face à ça. Je ne sais pas si c'est le cas de Bertrand qui nous le dit, si ça a été une expérience difficile, mais moi, pour l'avoir vécu de l'autre côté, je trouve que c'était difficile parce que on pratique toujours ce qu'on fait vivre aux autres. Et franchement, je me suis dit, bon, là, c'est pas probant. Je suis pas sûre que ça puisse fonctionner. Et c'est vrai qu'on avait du mal à mettre les candidats dans une bonne situation personnelle pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, il faut prévenir le candidat à l'avance. Alors, effectivement, j'ai eu 2 entretiens pour 2 boîtes différentes, vidéo, et puis les questions étaient écrites au fur et à mesure, et puis j'avais un certain temps avec un timer qui me disait, tiens, vous avez 2 minutes ou 3 minutes par question pour répondre. Alors, le premier, c'était en direct, fallait tout de suite enregistrer, puis ça partait.
Et le deuxième, c'était un peu mieux parce que on avait la possibilité de s'enregistrer, de se revoir, et puis si on n'était pas content, de recommencer. Mais alors, la première question, j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois, et puis après, ça m'a énervé, et puis les dernières questions, je le faisais en direct, et puis j'envoyais. Mais c'est particulier. C'était quel type de poste, monsieur? Des postes de responsable dans l'industrie. Merci en tout cas. Il y a une question qui concerne l'existence de cabinets de recrutement seniors. Est-ce qu'ils existent? Et moi, je n'ai pas connaissance de cabinet aujourd'hui spécialisé sur les seniors. Il y a eu une époque qu'un cadre, il y a quelques années, et c'était assez novateur à l'époque, effectivement. Aujourd'hui, non. Mais c'est en cohérence avec ce qu'on vous disait avant, c'est qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que c'est à 100% le cas, mais c'est quand même un peu moins un sujet globalement, j'entends, hein, globalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, évidemment. Mais, et donc, du coup, le positionnement sur les seniors n'a pas vraiment lieu d'être, parce que finalement, vous êtes des candidats comme les autres. Je dirais, même nous sommes des candidats comme les autres. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une spécialité plus forte sur les seniors que sur d'autres profils. Franchement, c'est même étonnant que ça existe, que ça existe. Je ne pense pas que ça ne soit le cas aujourd'hui. Alors, Monsieur Bouy, je vais rebondir sur votre remarque, Oui. parce que j'ai été personnellement choquée je crois que c'est Pôle emploi qui a organisé la semaine de l'emploi des seniors. Là, je me suis dit, mais où va-t-on? Voilà. Ah, on fait bien le coup de pouce senior aussi. Donc après, mais oui, c'est. Ouais, mais enfin, je sais pas, c'est pas pareil. Ouais, ouais, C'est pas pareil pour moi. ouais, ouais. Oui, c'est pas tout à fait pareil, je suis d'accord. Nous, on est là Voilà. pour vous aider et pour vous donner des conseils, effectivement. Pas très bonne pratique professionnelle. Bon, c'est quelque chose qui arriverait moins en visio, on va se dire ça, effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit pour tester le candidat. Voilà, Non, c'est un manque d'éducation, sans doute. Oui. Qui un petit appel qui dure quelques minutes ou une urgence, pourquoi pas. Mais bon, voilà, je ne pense pas que ce soit une tactique ou un test, en l'occurrence. Non, je crois que c'est un peu révolu, ce genre de. Ça a peut-être existé à une époque où on stressait les candidats pour essayer d'en sortir, je ne sais quoi d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que les pratiques sont beaucoup plus dans la bienveillance exigeante, hein, évidemment, hein, mais beaucoup plus pour qu'il y ait un dialogue qui s'instaure avec le candidat. Et c'est d'ailleurs le fond de ce que je recherche les entreprises aujourd'hui. Hein. Je dirais un mélange d'estime de soi, d'humilité. Et finalement, c'est en mettant à l'aise tout le monde qu'on arrive à percevoir ça. Donc, ça m'étonnerait que ce soit une technique. Hein. Peut-être ça se pratique dans les commandos marines ou dans l'armée, à l'armée, mais je ne pense pas à un recrutement classique. Alors, oui, donc l'entretien visio, l'entretien physique, bon, bah, finalement, il y a évidemment des recoupements entre les deux, parce que la visio, c'est quand même avant tout la forme, on en a parlé longuement. Je dirais que sur les entretiens en présentiel physique, au risque que vous pensiez qu'on enfonce des portes ouvertes, ce n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Effectivement, il faut bien se préparer à avoir un entretien, très clairement. Aujourd'hui, c'est assez rare hein, que les candidats arrivent avec une bonne connaissance, moi je trouve, de l'environnement, de la culture d'une entreprise, quand ils savent, quand ils connaissent l'identité de la structure, effectivement, hein, à l'avance. Mais en général, la chargée de recherche, quand on parle d'approche directe, l'annonce d'ailleurs, elle donne des informations sur l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas arriver en entretien avec un minimum de connaissances du sujet et de la part du candidat ou de la candidate, quand même un minimum de connaissances. Il ne demande pas d'être totalement averti sur le sujet, il ne faut pas exagérer, mais au moins un minimum. Je trouve que c'est une preuve de professionnalisme et puis d'organisation de son temps, tout simplement, hein, de savoir s'organiser pour arriver à un entretien avec au moins quelques éléments. Ça peut être aussi de contacter des relations qui sont dans ce groupe-là, dans cette entreprise, pour avoir quelques infos, pourquoi pas. Moi, je pense que voilà, il ne faut pas en faire trop, parce que si vous en faites trop, bah, et vous allez tomber dans le côté demandeur et pas offreur, qui est toujours le fameux équilibre entre les deux, qui fait que on préfère des candidats qui paraissent plus en position d'offre que de demande. Hein. Donc, je veux dire, quelqu'un qui arrive avec, je dirais, l'élève parfait qui connaît par cœur le taux de marge d'une entreprise, etc. Il ne voilà, faut pas en faire trop, mais un minimum quand même pour bien préparer l'entretien, je pense. Et sur la forme, bon, je dirais, ça se recoupe avec la visio, finalement. C'est véritablement
une posture en entretien qui est professionnelle, qui est… Vous êtes vous-même finalement à nouveau. Hein. Je crois qu'il ne faut plus essayer de paraître. Hein. Je pense que tout ça, c'est un peu révolu. Je dirais les conseils qu'on peut tirer, il y en a évidemment bien d'autres. Hein. C'est que, encore une fois, il faut savoir se faire désirer, c'est-à-dire c'est toujours cet équilibre offre-demande, hein, qui est que un candidat qui paraît avoir de vraies exigences en entretien, même s'il est en recherche active, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt positif, hein, d'avoir ce sentiment que quelqu'un est en recherche active, certes, mais a de vraies exigences et de vraies attentes, hein, finalement. Et ça, je pense que ça pèse un peu dans la balance quand même. Maîtriser la logique de son parcours, c'est très important pour moi parce que je ne suis pas certain que tous les candidats s'attendent à ce qu'on pose ce type de questions parfois. Et vont avoir une lecture un petit peu chronologique, hein, d'un parcours. Et je pense que savoir expliquer la logique, l'articulation d'un parcours et ce que ça peut révéler de votre personnalité quand même, hein, puisque rien n'est complètement du hasard, hein, même s'il y a une part de hasard évidemment. Je pense que c'est très important de bien réfléchir à ça. Vous pouvez avoir des parcours qui sont assez horizontaux, hein, qui sont, donc il n'y a pas le candidat n'explose pas dans la hiérarchie, mais il va rester sur des postes de même niveau, mais sur des secteurs différents, sur des environnements différents. C'est tout aussi valorisable que quelque chose. Encore faut-il pouvoir l'expliquer et de dire soit que c'est volontaire, soit que c'est le fruit du hasard, pourquoi pas. Mais en tout cas, avoir réfléchi à ça. Hein. Ça prouve qu'on a du recul, hein, sur ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent peut expliquer ce qu'on va faire derrière, finalement. En tout cas, on va pouvoir en tirer des conséquences. Sur les quelques pièges à éviter, bon, il y en a plein des pièges évidemment, mais en tout cas, il n'y a pas de piège fondamentalement. Mais enfin, si on veut parler de pièges, on va dire que clairement, un entretien, ce n'est pas pour le candidat une tribune où il parle de façon ininterrompue pendant 1 heure. C'est clair que non. C'est un mélange de vente de soi, d'écoute, de savoir où le recruteur veut l'emmener. Pas prendre la direction totale de l'entretien non plus. Je pense qu'il y a un rapport de force quand même à respecter à un moment donné, mais pour autant ne pas se laisser emmener n'importe où non plus. Voilà, c'est vraiment, il faut avoir une écoute active. Et à la limite même de communication non verbale, on en parlait tout à l'heure. Quand vous étudiez le recruteur, quand vous le regardez bien, vous allez certainement repérer des choses. Je pense qu'il faut servir aussi, mais restez soi-même avant tout parce que finalement, c'est votre carrière, c'est pas un show d'1 heure, hein, c'est ce qui va se passer derrière. Donc, clairement, c'est une porte ouverte aussi, mais soyez avant tout vous-même, respectez vos attentes, ce que vous êtes profondément. Ne pas à faire part de vos faiblesses. Il n'y a pas que vos forces non plus. Ça ne nous intéresse pas uniquement, les forces. On aime bien aussi cerner une fragilité chez quelqu'un ou en tout cas une aspérité, hein, chez quelqu'un. Et ça, c'est très important pour nous d'avoir des personnes qui se connaissent et qui admettent, peut-être parfois, hein, on en a tous, hein, des faiblesses. Voilà. Je pense que ça, c'est très important d'avoir une vraie sincérité et je pense que c'est dans l'air du temps, voilà, de jouer le maximum carte sur table. Évidemment, il y a toujours une part de ventre, encore une fois. Voilà, je dirais ça, ce sont pour moi les principaux pièges à éviter en entretien, mais il y en a sans doute bien d'autres. Hein. Je ne sais pas si Marie-Vonne, tu as deux. Oui, pour compléter les propos de Pascal, enfin, ce ne sont pas des pièges, mais dans les questions type, les échecs et les réussites, c'est extrêmement intéressant. Moi, je crois avoir à peu près l'ensemble de mes clients qui apprécient qu'un candidat sache parler de ses échecs parce qu'on retire énormément d'expérience de ses échecs. Et surtout quand on est senior et qu'on a une vingtaine d'années, voire plus d'expérience, c'est un atout d'avoir vécu des échecs parce que ça fait grandir et puis c'est le principe de réalité là. Donc, c'est intéressant, ça donne du recul sur soi et c'est un point fort. Dans les questions qui concernent par exemple le salaire, la mobilité, voilà, ce sont des sujets où moi j'ai tendance à dire, voilà, restez ouvert, ne fermez pas. C'est vrai pour quel que soit l'âge, hein, ça n'a rien à voir avec l'âge, sauf que quand vous êtes senior, la disponibilité familiale est peut-être plus importante que quelqu'un qui a des enfants en bas âge, qui doit rentrer chez lui. On peut être plus proche aussi des déplacements. Enfin voilà, ce sont des atouts qu'ont les seniors.
Et en l'occurrence, sur le salaire, j'ai tendance à en tout cas conseiller de réfléchir plutôt au budget dont on a besoin plutôt qu'à un salaire qui soit à 20% de plus. Bon, sauf si on est chassé. Si on est chassé, c'est un autre sujet, on est dans une autre position. Si on est candidat soi-même et en recherche active et sans emploi, bon, effectivement, faut rester ouvert sur ces sujets-là parce que les plus beaux projets ne sont pas toujours ceux qui rémunèrent le mieux. Hein. Ça, on le sait avec l'expérience. Et il peut y avoir des projets fabuleux. Même souvent un indice quand c'est trop bien payé. Et à la limite, quand c'est trop bien payé, voilà, ça peut aussi poser d'autres questions. Hein. Mais c'est vrai qu'en tant que senior, selon la charge familiale que l'on a ou que l'on n'a pas, selon ce qu'on a payé ou ce qu'on n'a pas payé, par ailleurs, on se retrouve quand même avec une marge de liberté qui est tout à fait intéressante et à laquelle les entreprises sont sensibles. Alors, pour quelles raisons une entreprise confie à un cabinet? L'une des raisons est la confidentialité. C'est-à-dire que la recherche ne doit pas être connue à l'intérieur de l'entreprise, donc il est hors de question qu'à l'externe par un cabinet, effectivement, on puisse savoir que l'entreprise X recrute. Donc vraiment, le premier critère pour nous de non-divulgation de l'entreprise, c'est celui-là. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi pour que vous ne fassiez pas de candidature spontanée auprès de l'entreprise. Il n'y a pas besoin de ça pour pouvoir deviner éventuellement de quelle entreprise il s'agit, même si on reste très, très discret. Et un candidat, alors attention au risque, hein, et je mets en garde, un candidat qui croirait avoir compris de quelle entreprise il s'agit et qui écrit directement alors que le dossier est confidentiel et que l'on fait même signer des clauses de confidentialité, nous, au cabinet, et à partir du moment où on annonce le nom de l'entreprise, il faut être extrêmement attentif à la façon dont la direction générale va percevoir en tout cas ce bypass plus ou moins adéquat et pas très diplomatique, quoi. Mais bon, voilà, c'est un point de vue personnel, mais je comprends aussi. Oui, je partage. Je peux essayer en direct. On a beaucoup de candidats qui essayent en direct et on récupère aussi les candidatures bien. Oui. Quand il y a des trous dans la raquette, dans le CV, comme on dit, hein, et sur une période, on peut tout à fait comprendre la situation. Ce n'est pas une situation facile. Alors bon, après, on peut avoir fait plein de choses pendant cette période-là. Alors effectivement, la raison peut être la maladie, il faut pouvoir en parler. La raison peut être aussi le fait d'avoir eu le projet de monter une entreprise et de rester. Le parcours du combattant, du créateur ou de l'entrepreneur, il n'est pas toujours fructueux et qu'à un moment donné, il faut se remettre sur le marché de l'emploi salarié. Bon, voilà. L'essentiel, c'est d'avoir été actif pendant cette période-là ou d'avoir en tout cas une bonne raison. Et la maladie est une triste raison, mais une bonne raison. Bon. Complètement. Et on va le dire aussi que 2020, avec cette année très, très particulière, il y aura beaucoup de CV, y compris de jeunes, sans expérience. Bon, c'est la vie. Je pense que ce que nous vivons nous rend aussi humbles par rapport à ce qui se passe. Je pense que les employeurs sont prêts à entendre beaucoup plus de choses qu'à une époque. Hein. Ils ont chacun vécu ou côtoyé des gens qui ont eu les mêmes sujets. Donc, la sincérité, c'est important. Et effectivement, le plus important, c'est quand il y a des trous je suis d'accord avec Marie-Vonne, c'est effectivement de les avoir meublés ou d'avoir une raison objective qui est tout à fait compréhensible et qui va normalement, qui devrait normalement bien passer comme explication et qui donne au candidat une sincérité de fond qui, encore une fois, est quand même souvent recherchée. Hein. Donc, voilà, moi je pense que on peut voir les choses comme ça. Ça, c'est vraiment un vrai atout. C'est un vrai atout, oui. Voilà, je vais vous parler de mon expérience ces derniers mois. C'est vrai que les candidats qui sont en poste vont hésiter à sortir, même s'il y a des belles opportunités, parce qu'il y a une frilosité liée à cette crise. Et à côté de cela, on a eu énormément de candidats seniors qui étaient disponibles et qui se retrouvaient avec 5 offres en même temps. Donc, et pour lesquels, effectivement, on avait des entreprises clientes qui avaient le souhait de recruter rapidement. Donc, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée et c'est un vrai plus. Absolument. Ce n'est pas ce qui définira le choix final d'une entreprise, mais ça peut. À un moment donné, ça peut arriver. Je connais la pratique d'un cabinet très connu en France qui le demande avant le premier entretien. Ouais, ce n'est pas notre rôle. Le RIB. Le bulletin de salaire. Non, ce n'est pas une pratique. La raison, c'est l'entreprise, hein, c'est l'employeur qui le demande. Qui demande ce genre de documents. Hein,
nous n'avons pas à leur fournir. Alors moi, je précise, il y a déjà de la pénurie, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, la frilosité fait que voilà, on est sous une forme d'anesthésie du marché de l'emploi, parce que des profils qui nous intéressent ne bougent pas. Et en même temps, le bonheur, c'est d'avoir plusieurs offres à partir du moment où on est disponible. Donc, c'est autant d'opportunités aujourd'hui pour ceux qui cherchent. Et on a vu dans les fonctions qui bougent le plus quand elles sont salariées et en poste, ce sont bien évidemment les commerciaux, parce que s'ils sont sur un business qui n'est pas profitable, une partie de leur rémunération étant liée aussi à ce business, bon, ben voilà, et ils ont envie de bosser, ils sont dynamiques, ils ont besoin en tout cas d'actionner leur énergie aussi sur le plan professionnel, et ce sont ceux qu'on peut en tout cas attirer le plus facilement sur des business qui sont profitables. Oui. Donc c'est terrible à dire, hein, mais on est dans un marché en pénurie. Alors, bonne question aussi sur la partie management de transition. Vous répondez à toutes nos questions de manière tirée partie de sa seniorité. Effectivement, l'avantage du senior, c'est qu'il est efficace rapidement, il a de l'expérience, donc il y aura un retour sur investissement rapide pour l'entreprise. Et aujourd'hui, donc, entre le management de transition et le CDD, il y a une croissance des CDD pour les cadres seniors que l'on voit apparaître, parce que le management de transition, ça coûte un peu d'argent quand même. Et en tout cas, il y a un marché là-dessus. Et de proposer pour une mission son intervention, si ce n'est pas forcément pour un CDI, ça a du sens. Et en tout cas, ce sont des bonnes expériences. Pascal, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus? Bon, c'est vrai que je crois qu'historiquement aussi, le management de transition a pu concerner des missions un petit peu commando, hein, effectivement. Il y a pu avoir ce genre de choses, ou des financiers en management de transition qui partent et puis qui vont vers un autre projet après avoir fait du cost-cutting dans tous les sens. Je ne suis pas sûr que ce soit encore vraiment le cas aujourd'hui. Il y a des vrais postes de management de transition qui sont des postes assez vertueux. Ce n'est pas que pour faire un plan social, c'est pas que pour… Il y a aussi des postes de management de projets transversaux dans les entreprises. Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a de tout aussi. Hein. Les missions sont très diverses et là, clairement, pour le management de transition, il convient vraiment en amont de bien vérifier, en effet, hein, ce que l'entreprise a derrière la tête, finalement, en prenant un manager de transition. Hein, voilà. C'est souvent parce que le manager de transition est quelqu'un de senior et qu'il a une courbe d'apprentissage très rapide et qu'il est très rapidement opérationnel. Voilà, c'est vraiment, ça s'adresse aux seniors. Après, évidemment, le contexte et l'objectif, ça, c'est à vous de regarder quand même un petit peu. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de projets différents. Oui. Sûr. Et on le voit de plus en plus avec cette crise de 2020, le management à distance, la complexité du management à distance. Il n'y a pas de posture facile, qu'on soit employeur ou salarié. Et effectivement, il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement. Quand vous donnez cette explication, il faut évidemment vous attendre à ce qu'on en sache un peu plus sur vos attentes en termes de culture d'entreprise et de valeurs défendues par votre employeur. Donc ça, il faut faire attention aussi parce que si, évidemment, vous dites que vous êtes parti pour telle pratique managériale et que ce sont ces pratiques chez le nouvel employeur, vous n'allez pas aller bien loin dans le processus. Mais en même temps, c'est important de le dire parce que ça va créer un échange avec le recruteur, mais qui va vouloir savoir en creux quelles sont vos attentes finalement et dans quel contexte souhaiteriez-vous évoluer. Donc, c'est effectivement des questions adultes et je pense qu'il faut se dire les choses là-dessus, effectivement. Ce ne sont pas des questions bien placées. Hein, est-ce qu'elles mesurent la compétence? Un vrai sujet. Elles vont mesurer les contraintes, sans doute, éventuellement, et encore. Donc, effectivement, ce ne sont pas des questions que je poserais. Non, moi non plus. Si on a des contraintes de déplacement et d'être ailleurs de chez soi pendant des jours et des jours, c'est une question qu'on finit par poser, mais que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, c'est quelles sont vos contraintes? C'est tout. C'est pas… Alors, il y a des questions, en revanche, un peu personnelles qui sont intéressantes sur l'engagement citoyen, par exemple, sur voilà, des personnes qui sont proches des associations, voilà, ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et qui font partie des compétences, hein, finalement, des compétences métiers, comportementales. Mais c'est vrai que les questions, et c'est quand même étonnant qu'il y ait encore des cabinets qui posent ce genre de questions parce que clairement, le Syntec a beaucoup bagarré pour
beaucoup milité pour qu'on arrête d'aller sur des questions intrusives qui, effectivement, n'apportent rien au débat, finalement. Mais voilà, encore une fois, il y a des pratiques diverses, mais en effet, ça n'est pas normal. Ce n'est pas utile, surtout. On a déployé il y a déjà quelques années, et vous y faites référence, donc, et Pascal, merci d'y faire référence au CV citoyen. Donc, le CV citoyen, c'est quoi? On a tous des activités dans lesquelles on acquiert des compétences en dehors du travail. Et effectivement, que ce soit du bénévolat, que ce soit dans un parti politique, que ce soit dans un syndicat professionnel, voilà, on vit des expériences qui nous enrichissent et qui vont servir, en tout cas, nos compétences professionnelles. Donc, c'est bien d'avoir effectivement une rubrique sur la partie CV citoyen qui se consacre aussi à l'engagement. Et puis, parfois, on a des personnes qui s'épanouissent dans ces missions-là parce qu'elles ne s'épanouissent pas assez professionnellement. Donc, c'est aussi un autre sujet. Les annonces pour les directeurs généraux, historiquement, marchent très bien. Il y a beaucoup de retours sur les années. Bon. Maintenant, est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est le mode favori de recrutement d'un directeur général? Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt l'approche directe. Après, quand vous n'êtes pas en poste, l'approche directe, malheureusement, vous concerne peu parce que vous n'êtes pas identifiable, sauf à avoir noué un partenariat, comme on le disait tout à l'heure, avec des cabinets qui vous connaissent. Voilà, c'est toujours pareil. Mais une annonce pour un directeur général, ça fonctionne très bien. Simplement, ce qui se passe, c'est que, on vous donne un peu notre cuisine, mais des cabinets de chasse qui sont sur des postes de direction générale facturent des honoraires qui sont parfois assez élevés. Et c'est vrai que justifier d'honoraires très élevés en présentant des candidats que des candidats qui ont répondu à une annonce, voire même avoir utilisé le média de l'annonce alors que vous avez des honoraires très importants, c'est quelque chose qui est compliqué pour un cabinet. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'annonces, mais quand il y en a, je peux vous le dire, nous, on en a déjà passé. Ça marche très, très bien. Il y a pléthore de gens qui sont justement disponibles, justement motivés à changer. Et voilà. Mais la pratique du niveau direction générale, c'est la chasse de tête classique où on va vers le candidat. Et puis, elle se justifie par la confidentialité le plus souvent. Et puis, le plus souvent aussi d'aller chercher des ressources disponibles ou pas disponibles, ou qui sont en poste, dans des métiers connexes, dans un marché connexe, etc. Donc, c'est vrai que ça reste un métier d'approche directe plus naturellement. Aujourd'hui, ça n'est pas un sujet. Voilà. Après, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas en poste, la prise de référence, bien sûr, va être prise également, comme pour quelqu'un qui est en poste d'ailleurs. Et donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en poste qu'on nécessairement on a un avantage sur l'autre personne, mais je dirais à compétence égale, à parcours aussi vertueux, c'est vrai que ça peut être un petit déclencheur pour une entreprise qui n'a pas envie d'attendre 3-4 mois. Voilà, ça peut être un petit plus, effectivement. Excusez-moi parce que j'avais coupé mon micro. C'est mieux comme ça. Donc, les outils d'aide à la décision du recruteur, donc, ça peut toujours surprendre parce qu'il y a des tests et on se dit, je suis senior et finalement, j'ai passé des tests. Mais en fait, il faut aussi savoir à quoi ça sert un test et c'est aussi un outil qui est intéressant pour vous. Va non pas forcément être de l'évaluation et de la sélection, mais qui va permettre aussi de savoir comment vous fonctionnez et comment on va pouvoir vous manager demain. Dans les processus des cabinets sur une population senior, le test, on l'utilise uniquement en fin de recrutement. On n'utilise jamais en début de recrutement. C'est vraiment quand on va présenter le candidat qu'on va associer la connaissance de la personnalité, la connaissance des aptitudes cognitives et du comportement pour, en tout cas, éclairer aussi le choix de notre client et favoriser aussi pour nous la connaissance de la personne. Et les personnes qui sont plutôt introverties ont le mérite de passer des tests parce qu'on voit apparaître des compétences qu'on ne voyait pas forcément autrement. Et parce que les extravertis prennent une certaine place assez naturellement et les introvertis ne se mettent pas toujours en valeur. Donc, sur les tests, pour juste rapidement y revenir par rapport à ceux que nous utilisons et que vous pouvez en tout cas utiliser les uns et les autres. Donc, il y a ce qu'on appelle les tests d'aptitude, donc ce qui sont liés à un savoir-faire ou un savoir donc par rapport à un poste. Donc, il y en a de multiples, mais bon, après, c'est dans l'expertise. Et puis, vous avez les tests d'aptitude cognitive. Donc, il a à permettre de mesurer votre mode de raisonnement,
votre aptitude à traiter du numérique, à traiter aussi des informations et de savoir comment vous allez avoir l'aptitude à traiter en fonction de niveaux de difficultés qui peuvent se présenter et donc de valider votre capacité d'adaptation comme d'apprentissage. Donc ça peut être une partie des tests et vous allez les retrouver dans des suites logiques qui sont souvent assez rudes sur la fin d'ailleurs et sur lesquelles donc, on y revient. On y revient de plus en plus aux tests cognitifs parce que moins il y a de diplômes, plus les tests cognitifs ont leur place pour mesurer des aptitudes qu'on ne peut pas mesurer avec des diplômes. Par ailleurs, sur les tests de personnalité, excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge, donc ils vont mesurer les soft skills. Donc, on était dans les hard skills tout à l'heure, là, on va être dans les soft skills. Donc là, on est sur le savoir-être. Donc, savoir-être, ce sont les éléments de personnalité, l'énergie, l'adaptation, la manageabilité, l'indépendance, autant de critères qui sont utiles. Et surtout, ce qu'on va nous demander aujourd'hui, c'est de mesurer de plus en plus le leadership. Donc, on utilise des tests qui mesurent très bien le leadership et qui mesure également très bien la résistance au stress, savoir s'il y a un comportement changement sous stress. L'origine de cela, quand vous avez traversé 2020 avec ces difficultés de management et ces contextes, ce sont en tout cas, il y a des personnes qui sont plus à même de faire face aux difficultés que d'autres. Et ça, c'est un point extrêmement favorable et que l'on peut aussi tout à fait bien mesurer avec ces tests, comme on va être amené à faire grandir des cadres, des dirigeants avec ces tests-là. Donc, sur les outils que vous avez certainement peut-être pratiqués un jour, le SOSI qui permet aussi de mesurer les moteurs, le CSPF, le profil XT, le DISC, le PAPI, voilà, autant de tests et d'outils que nous utilisons et qui ont chacun, on va dire, 70% de points communs et puis 30% de particularités dans leur usage et qui sont des tests qui sont valides. La validité des tests est un point important, on n'utilise pas des tests non valides. Et en l'occurrence, on est formé et certifié à ces tests pour pouvoir les faire passer et pour pouvoir les restituer. C'est important aussi de les restituer. Donc ensuite, pour revenir aux outils de connaissance des personnes, la prise de référence. Alors, juste, je passais un petit peu vite parce qu'il y a aussi, dans la mesure du comportement, vous pouvez être amené à faire des business cases ou des assessment centers. Donc, on va mesurer vos aptitudes comportementales en situation. Parce que rien ne vaut mieux que la mise en situation pour savoir à qui on a affaire et comment la personne va se réaliser en tout cas une mission et avoir le comportement adapté ou pas et comment on peut le mesurer. Donc la partie Assessment Center se fait également de la même façon que les tests se font en ligne, se fait de plus en plus en ligne, mais se fait aussi en présentiel, donc, parce qu'il y a des dimensions qui sont plus faciles à mesurer en présentiel. Et l'assessment, c'est minimum une demi-journée, voire une journée, effectivement, avec des cas de management, des cas pratiques à résoudre, et en tout cas des cas d'échange avec de la négociation ou d'autres sujets qui sont toujours extrêmement apprenants pour la personne qui le fait, comme pour l'observateur. Et donc, c'est un caractère prédictif quand même très fort, l'assessment. Voilà, donc pour la partie mesure d'un certain nombre d'aptitudes et de personnalités. Et puis, pour revenir à ces tests, ce sont des évaluations qui restent quand même plutôt objectives. Il n'y a pas trop de prisme déformant d'un recruteur ou d'une entreprise. C'est vraiment de l'aide à la sélection, mais surtout, c'est un mode d'emploi de la personne et c'est vraiment un éclairage pour mieux vous connaître. Alors, il y a une loi qui est la loi de 92 qui vous permet d'avoir l'information comme quoi vous allez passer un test, donc qui vous permet d'être prévenu, d'avoir droit d'accès à vos résultats, donc ça c'est important, donc utilisez-le aussi pour avoir les résultats. Il y avait une question là-dessus. De créer cette relation avec le consultant, là ce sera plutôt le consultant, ou s'il y a des psychologues dans un cabinet, c'est avec le psychologue. Et vous avez dans ces tests, ce qui est intéressant dans cette loi de 92, une obligation de bonne foi. Donc c'est aussi de faire en sorte que vous ne fassiez pas remplir la partie cognitive et suite mathématique par votre fils qui est en maths sup. Enfin, je dis ça en l'occurrence parce que ce sont des choses qu'on connaît et on pourrait avoir cette tentation et on le comprend bien, mais c'est aussi de se dire, voilà, je le passe moi-même et de cette façon, je serai aussi plus adapté au poste et il n'y aura pas de surprise après parce que la surprise, c'est quand même vous qui risquez de la payer dans l'entreprise et dans le poste. Ensuite, sur les références, le sujet des références est un bon sujet. On ne peut prendre des références, ça c'est une obligation que nous avons, que si vous nous donnez votre accord. Donc ça fait partie des règles de la charte du recrutement responsable. Donc ayez toujours pour vos entretiens, préparez donc une liste de personnes avec les coordonnées, les téléphones portables, et puis de les prévenir si effectivement le consultant les appelle
à la suite de votre entretien. Donc, c'est un point important. C'est important de savoir ce que disent vos références, donc, parce que nous, on est toujours surpris des références, dans le bon sens, parce qu'on découvre autre chose et un autre aspect de la personnalité en action dans une situation professionnelle. Et en même temps, parfois, s'il y a des choses à dire, que ce soit sur les points forts comme sur les points de limite, la référence, on n'hésite pas à dire. Donc, il n'y a pas de complaisance dans les références. Et si tant est qu'il y ait des complaisances, parfois, ça peut être aussi un signe qu'une personne ne veut pas trop dénigrer une autre personne et ne va pas s'avancer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Il y a une question là-dessus. Il y a une question. Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un sans l'accord, quelqu'un que n'a pas donné le candidat sans son accord? La réponse est non. On n'a pas le droit de contacter quelqu'un sans l'accord du candidat. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être dire au candidat, j'aimerais bien pouvoir contacter votre ancien N+2, je dis n'importe quoi, et c'est vous qui sollicitez, et le candidat doit vous dire oui ou non. Si vous dites oui, vous avez le droit de le faire, sinon vous ne le faites pas. Normalement, vous ne devez pas, Marie-Vonne, corrige-moi si je ne suis pas tout à fait dans le vrai là-dessus. Normalement, vous ne devez pas donner à l'avance, quelle que soit la mission sur laquelle vous allez être positionné, des références. Vous ne pouvez pas avoir des références qui vont vous servir toute votre vie, qui sont déposées dans un cabinet. Voilà. C'est en fonction des missions sur lesquelles vous allez être que vous allez donner des références pour cette mission donnée. Vos relations peuvent avoir changé, vous pouvez avoir perdu de vue. Donc, ça ne se fiche pas des références, à moins que ce soit des références morales, effectivement. Mais bon, pourquoi pas. Mais sur des références métiers, c'est quelque chose de malléable et de mobile dans le temps. Donc, on va vous les demander à l'issue de chaque processus sur une mission donnée. Pour nous, c'est un point de vigilance extrême. Sauf si c'était l'ancien employeur qui n'est plus en poste et qui l'a indiqué en référence. Comme on le disait tout à l'heure, on prend des références que celles qui sont en tout cas données par le candidat et avec délicatesse. Donc effectivement, après, il y a aussi le fait que Nicolas le dit, est-ce que vous remplissez votre CRM et est-ce que vous en profitez pour faire du commercial? C'est vrai que nous, ce n'est pas notre base commerciale, mais peut-être que certains cabinets l'ont fait, je ne sais pas. Bien sûr, ça nous intéresse de ne pas avoir que des managers, que des hiérarchiques. De même que ça ne nous intéresse pas de n'avoir que des DRH, parce que le discours d'un DRH peut être un petit peu biaisé. À un moment donné, il y a des clauses des départs qui se font sous protocole. Donc, il y a un discours, des éléments de langage qui peuvent être travaillés avec le candidat. Donc, RH, pourquoi pas, mais pas que. Et en tout cas, des pairs tout à fait, des collaborateurs tout à fait. C'est intéressant pour valider la dimension managériale, d'ailleurs. Donc, on peut panacher. En général, c'est maximum 5 références. Je veux dire, on ne va pas non plus appeler toute la terre entière, mais ça peut justement la possibilité de panacher un petit peu et pas que les hiérarchiques, effectivement. Le suivi de sa candidature, donc effectivement, de suivre sa candidature, c'est un point important. C'est d'envoyer un petit mail de remerciement quand on a eu un contact, de synthétiser ce qu'on a compris et pourquoi on est motivé, de confirmer sa motivation. Nous, ça nous intéresse toujours de recevoir un petit mail de confirmation de motivation. Et puis ensuite, dans le temps, le temps qui va souvent être indiqué, celui de la quinzaine de jours, le cabinet conseiller en recrutement n'est pas toujours maître de l'ensemble des candidats qu'il a rencontrés, de ce timing et de celui de son client. Donc, c'est vrai qu'on aimerait parfois aller plus vite, mais il faut savoir aussi que l'entreprise cliente va peut-être privilégier certaines rencontres et on va avoir des candidats qui vont être placés un petit peu en attente et qui peuvent avoir tout à fait leur chance dans un deuxième temps parce que le client a décidé de les rencontrer. Donc, on est très attentif aux réponses négatives. Ce n'est pas un sujet facile parce que parfois le client pourrait dire non, là on ne poursuivra pas. Puis finalement, il revient après en arrière en disant mais tel profil, finalement, c'était intéressant, j'aimerais bien le voir. Bon, sauf que quand entre-temps on a fait une réponse négative, on est mal à l'aise. Donc, on préférera mettre en situation d'attente plutôt que de réponse négative. C'est un sujet compliqué. Et toujours intéressant, si vous passez des tests, je le redis, c'est voilà. Et nous, on crée vraiment un lien. Alors, on ne peut pas toujours le faire, il faut du temps, mais avec chaque candidat sur la restitution de ces tests, nous, c'est un moyen aussi de mieux le connaître et ça crée vraiment une proximité. Et puis, le candidat, il retire quelque chose, quoi. Moi, je dis souvent, dans mon cabinet,
c'est que chaque candidat, même si on a une réponse négative, c'est qu'il soit sorti avec quelque chose de plus que ce avec quoi il est rentré. C'est une expérience, c'est un retour sur image, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est un peu prétentieux de dire ça parce que je ne suis pas sûre que ce soit toujours perçu de cette façon, mais en tout cas, il faut qu'on se le fixe, nous, en tant que conseiller en recrutement. Et pour vous aussi, c'est de vous dire, voilà, je sors avec quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de mettre mal à l'aise le consultant parce qu'il ne va pas oser vous dire que ça va être négatif, mais c'est aussi de se dire, bah, tiens, en quoi je conviens ou pas, quels sont les critères positifs et en quoi vous pensez que j'ai des points à améliorer par rapport à ma prestation. Donc, en synthèse, on a dit la seniorité, c'est la capacité à avoir une prise de poste accélérée et à apporter du retour sur investissement à une entreprise. On a parlé de la disponibilité, voire de la mobilité, hein, en fonction des critères de chacun. C'est aussi un investissement sur la durée, c'est-à-dire que si on s'investit dans une entreprise, on ne va pas forcément en partir le lendemain, et en tout cas, le temps de mener la mission et puis éventuellement même de former un successeur sur un poste. Il y a des savoirs de compétences et d'expertise qui sont extrêmement rares et qui vont être de plus en plus demandés et qu'ont les seniors, parce qu'on voit des seniors quitter des entreprises et retirer de la compétence aux entreprises en partant à la retraite. C'est assez impressionnant de voir ça, notamment dans l'industrie, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, sur le salaire, c'est peut-être avec un senior que c'est éventuellement un peu plus négociable. Éventuellement. Sur les métiers qui sont demandés, la seniorité ne pose aucun problème sur des directions générales, sur des membres de comité de direction, un peu plus complexe sur une direction marketing et communication notamment. Après, sur les fonctions d'experts, RH, finance ou autres, voilà, il y a vraiment de la demande. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport au point fort des seniors? Pascal, je te laisse compléter. Oui, non, mais je pense que tu as fait le tour. Il y a effectivement, je crois que l'argument à développer, c'est effectivement la rapidité de prise de poste, parce que toute entreprise aujourd'hui a besoin de productivité rapide. Hein, donc, c'est vraiment l'argument principal. Après, sur le salaire, oui, peut-être on peut motiver plus facilement quand on est un senior parce qu'on a peut-être des charges qui sont derrière nous, hein, derrière soi. Après, c'est toujours l'éternel problème. Il faut se faire désirer et donc il ne faut pas se brader. Hein. Bon, ça, c'est un thème dont vous avez évidemment souvent entendu parler, qui est rebattu, mais quand même, il reste vrai. C'est-à-dire que, OK, on peut être souple, on peut peut-être accepter une part de variable plus importante en fonction de performance, pourquoi pas, mais il ne s'agit pas de passer d'un salaire de 120 000 euros à 60 000 euros. Ça c'est contre-productif. Hein. Ça peut faire plus peur qu'autre chose parfois même. Et alors, je sais bien que tout ça, c'est toujours des injonctions paradoxales, mais voilà, ne vous bradez pas. Il y a une valeur, il y a une vraie valeur. Il y a une vraie valeur et un vrai intérêt pour l'entreprise de vous avoir, surtout en ce moment, effectivement, mais même, je dirais globalement. Et donc ça se paye. Ça a un prix quelque part. Et voilà, donc je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Et encore une fois, se faire désirer, c'est toujours un petit plus. Voilà, je terminerai aussi par cette note de séduction qui me paraît importante. Alors, je ne suis pas forcément beaucoup sur ces métiers-là, mais quand même, simplement de dire que effectivement, le poste suivant une direction marketing ou commerciale, c'est souvent, et comme d'ailleurs pour un directeur financier, hein, c'est souvent un poste de direction générale, en tout cas dans une PME. Et donc, effectivement, c'est vrai que dépasser le plafond de verre et arriver dans un CODIR, c'est sûr, protège, entre guillemets, un petit peu des candidats qui ont, comment dirais-je, coché la case direction générale. Donc, effectivement, une direction marketing, direction commerciale, quelqu'un qui est bien avancé dans sa carrière, mais sans avoir forcément été directeur général ou patron d'une business unit, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué, effectivement. Après, ce sont souvent des profils très énergiques, donc ils ont bien d'autres qualités aussi. Hein, mais voilà, peut-être, on peut dire ça. Mais il ne faut jamais généraliser non plus, hein, très franchement, parce qu'il y a plein de directeurs généraux qui ont également du mal à retrouver. Et voilà, il n'y a pas de règles très, très précises en la matière. Moi, j'ai tendance à dire un sacré atout. Un sacré atout. J'ai rarement vu un frein à partir du moment où il y a de l'adaptation.
et du partage et de la coopération. Je reviens aux critères qui sont recherchés aujourd'hui sur la capacité à initier des stratégies transversales, des stratégies innovantes, le domaine de la coopération, puisqu'on sait que les organisations ne sont plus pyramidales et travaillent autrement. Donc, ce seront des critères qui sont importants. Et ce n'est pas parce qu'on a été entrepreneur qu'on ne l'est pas. Mais je précise ces critères-là qui vont faire partie, en tout cas, de ce qui est nécessaire dans une entreprise. Et on est beaucoup moins, enfin, en tout cas, dans mes secteurs d'activité, on est beaucoup moins dans le statutaire et on est plus dans la coopération, la transversalité, savoir donner aux autres. Ce sont des points qui sont importants. Mais ce qu'on fait, bien sûr, et nos secteurs. Mais avant tout, si on est passé par l'entrepreneuriat, c'est une sacrée belle expérience. Je suis d'accord. Et ce sont des profils de plus en plus recherchés dans les entreprises. On parle d'entrepreneuriat, effectivement. Après, si c'est quelqu'un qui a été entrepreneur toute sa vie et que, voilà, tout d'un coup, il a envie de rentrer dans une entreprise, faut pouvoir argumenter après. Mais parce qu'on se dit, demain, après-demain, il va recréer son entreprise, il va partir peut-être. Donc, tout ça est à amener intelligemment. Mais effectivement, l'expérience d'avoir entrepris, c'est effectivement fondamental parce que c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours dans le management, dans la prise de risque en entreprise. Bien sûr, c'est une qualité. Merci pour la qualité de toutes vos questions et puis pour votre attention. De partager avec vous ce que vous vivez et vos expériences. Donc, nous, on y est sensible et on y est encore plus sensible quand on se rapproche les uns les autres comme ce soir. Donc, c'est effectivement un bon partage. Et puis, vous allez recevoir, je vais laisser Laurie et puis Isabelle qui sont grandes organisatrices du sujet. Donc, vous indiquez la suite par rapport à ce webinaire et puis les suivants, en espérant en tout cas vous avoir apporté des conseils utiles. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne recherche. Bonne recherche. Donc, comme vous le disiez, Marie-Vonne, en introduction, l'opération Coup de pouce n'est pas terminée. On organise un prochain webinaire le 6 avril sur la démarche réseau. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de recevoir un petit mail d'invitation. N'oubliez pas que toutes les informations qu'on peut vous transmettre via Coup de pouce sont sur le site de Syntec Conseil via le mag Coup de pouce. Vous aurez des articles aussi sur la recherche d'emploi pour les seniors. Vous aurez les replays des webinaires. Et puis, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur LinkedIn également. Merci Laurie, merci Isabelle. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée à tous.